Oh Smina! Et aujourd'hui, il est temps de répondre à toutes vos interrogations concernant les seiyuu. Nous allons tout d'abord retracer l'histoire de ce métier pas comme les autres, puis nous verrons les différents chemins à suivre afin de devenir un seiyuu et si cela est possible en France. Ensuite, on s'intéressera au quotidien d'un seiyuu japonais. Et pour finir, on parlera d'argent! Commençons par le commencement. Le mot japonais seiyuu signifie voice acting en anglais, c'est-à-dire acteur de voix si l'on traduit littéralement en français. Mais nous, vu qu'en France, on se croit différent, on a tendance à traduire ce mot par doubleur. Or, cette traduction n'est pas du tout appropriée au terme. Je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. Si l'on en revient au sens du mot premier parmi le monde des otaku, pour nous, lorsque l'on entend le mot seiyuu, on pense surtout à ceux qui prêtent leur voix aux personnages des animés que l'on regarde. Et effectivement, aujourd'hui c'est bien l'activité principale des seiyuu. Mais si l'on fait un peu d'étymologie, cela n'a pas toujours été le cas. Avec l'aide de Dokarin, nous allons remonter le temps pour voir cela. À l'origine, au Japon, ceux qui doublaient les voix de personnages étaient appelés koe no hayu, littéralement acteurs de doublage. Vu que c'était un peu chiant à dire et qu'il n'y a pas qu'en France où on a la flemme, les Japonais ont tronqué ce nom en ne gardant que le premier et le dernier kanji. Et paf, ça fait des chocs à pic. Mais attention, tout n'a pas été si simple. En effet, les seiyuu originels, qui ne s'appelaient donc pas ainsi mais plutôt koe no hayu, n'ont pas du tout apprécié que l'on raccourcisse leur nom. Pour eux, le terme seiyuu était très péjoratif. Pour quelle raison, me direz-vous? Eh bien, en réalité, le terme seiyuu est apparu pour remplacer koe no hayu, non pas parce que les japonais avaient la flemme de le dire en entier comme j'ai pu le laisser entendre, mais parce que le métier a brutalement évolué dans les années 70. On a alors vu l'apparition d'une toute nouvelle génération de seiyuu formés dans le but de doubler des personnages d'anime ou de fiction étrangère. Cela n'avait pas été le cas de leurs senpai, c'est-à-dire les koe no hayu qui, eux, avaient été formés dans le but de devenir avant tout des acteurs. Et pour comprendre ce changement, il va nous falloir ressortir la machine à voyager dans le temps. Allez Karine, c'est reparti! Les tout premiers koe no hayu ont fait leur apparition pour la première fois en 1925 lors de l'ère du radiodrama. Le radiodrama, si vous ne savez pas ce que c'est, ce qui était mon cas avant de faire des recherches pour cette vidéo, c'est comme un film ou du théâtre avec des bruitages et des dialogues, mais comme son nom l'indique, cette fiction se passe à la radio. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 50, avec l'essor de la télévision, que les koe no hayu vont véritablement commencer à se développer en dehors du monde de la radio. De plus, l'accord des 5 studios de 1953, bien qu'étant un coup dur pour les acteurs japonais de l'époque, il est une aubaine pour les koe no hayu. En effet, cet accord, dont je ne vais pas revenir sur le contexte historique et ses détails, aboutit à un résultat très concret qui nous intéresse ici, puisqu'il implique une baisse de la production de dramas japonais, ce qui impose aux chaînes japonaises d'importer en masse des dramas étrangers. C'est ainsi que le premier boom des koe no hayu eut lieu. La situation s'est ensuite stabilisée jusqu'aux années 70 où un deuxième boom eut lieu. Jusque-là, les koe no hayu avaient d'autres activités principales en plus du doublage, mais ce n'est véritablement qu'à la fin des années 70 que les tout premiers jeunes japonais ayant vécu depuis leur tendre enfance avec la télé et en rêvant de faire du doublage atteignirent l'âge d'en faire leur métier. En fait, on peut même être plus précis que ça. Avant la diffusion de l'anime Yamato, si tu demandais à un japonais ce qu'était un seiyuu, il t'aurait répondu que c'est une chaîne de supermarché. Mais, après la diffusion de cette série à grand succès, tout le monde savait que lorsque l'on parlait de seiyuu, il était question des acteurs de doublage. Enfin, un troisième boom eut lieu dans les années 90 avec une augmentation de la production de nouveaux animés. Ce boom coïncide aussi avec l'apparition de nouvelles technologies et une meilleure communication des agences de doublage qui entraînèrent une explosion de la popularité des seiyuu. Dès lors, on ne les entend plus seulement derrière les personnages auxquels ils prêtent leur voix, mais on les voit aussi lors d'émissions et d'interviews à la radio. On retrouve également ces seiyuu en chair et en os sur les plateaux d'émissions télévisées et de plus en plus d'événements publics sont organisés. On voit leur tête dans les premiers magazines qui leur sont totalement dédiés comme le magazine Voice Animage qui fait son apparition en 1994. Les années 90, c'est aussi les débuts d'internet et des fanbases, sans oublier les premiers jeux vidéo avec des personnages qui parlent et qui donc doivent être doublés par des seiyuu. Vous l'aurez compris, les seiyuu n'ont pas à s'inquiéter pour leur avenir et ce n'est pas la hausse du nombre de nouveaux animés que l'on peut observer depuis quelques années qui pourrait les inquiéter, même si cette hausse de production n'est pas forcément un bon signe renvoyé par l'industrie de l'animation. Mais cela étant un autre sujet que l'on pourra développer si vous êtes intéressé lors d'une prochaine vidéo. Notre petit voyage dans le temps est maintenant terminé, revenons à notre époque et faisons un tour en France. Mes chers maniaques d'anime, si vous m'avez écouté jusque là et apprécié cette vidéo, je vous serais plus que reconnaissant de cliquer sur le pouce vers le haut, ça vous prend littéralement 2 secondes mais ça m'encourage énormément et qui sait, peut-être que si vous êtes assez nombreux à le faire, je sortirai une autre vidéo avant 2025, sait-on jamais. Ok, je suis désolé si je brise des espoirs de carrière, mais il faut savoir que seiyuu est un métier exclusivement japonais. Cela n'existe dans aucun autre pays du monde, France y compris, et cela se comprend aisément par le fait que l'industrie de l'animation au Japon produit 60% des animés du monde entier. Et les animés en VF alors? Il faut bien des doubleurs pour les doubler. Jeune bichette cornue de la forêt amazonienne, déjà tu vas ranger ta Ferrari, on ne double personne ici. Oui, je sais, ceci n'a aucun sens et c'est totalement normal. Ensuite,
Prends garde à ouvrir bien comme il faut tes esgourdes, car l'heure est grave. Certes, le mot doubleur existe bel et bien, et effectivement, il en faut pour obtenir des animés en VF, mais là où se trouve l'erreur que font environ 99,99999% des gens, statistique sortie de la poche de Doraemon, c'est que le doubleur désigne en réalité non pas la personne qui double, mais bien le patron de l'entreprise de doublage. Donc oui, en fait, le doubleur ne fait pas de doublage. Mais oui, c'est clair. Bref, maintenant que vous savez que ce n'est pas le doubleur qui prête sa voix aux personnages des animés en version française, vous vous demandez sûrement qui s'en occupe du coup. Eh bien, le doublage est effectué par des comédiens, des acteurs à part entière en fait, dont l'activité de doublage ne représente qu'une part de leur activité totale. Ils font avant tout du théâtre pour la plupart, un peu comme les seiyuu originels, les Koe no Hayu. De plus, à la différence des seiyuu japonais qui le plus souvent auditionnent pour un personnage qu'ils ont eux-mêmes choisi, dans le milieu du doublage français, ce sont avant tout les agences et les doubleurs qui choisissent les acteurs de doublage. Ceux-ci ne peuvent qu'accepter ou refuser ce qu'on leur propose. Et ce n'est donc pas un choix de carrière que les acteurs français ont la possibilité de faire, ça leur tombe plutôt dessus, un peu par hasard, comme nous l'explique Éric Legrand, célèbre voix française de Vegeta, dans les interviews que vous pouvez retrouver parmi les sources dans la description de cette vidéo. Mais non, attends avant de fondre en larmes, d'aller manger tous les chocolats périmés cachés sous ton lit et d'aller maudire toute ta famille pour ne pas être né au Japon, laisse-moi te rassurer. Ce n'est pas beaucoup plus simple de faire du doublage là-bas. Je sais que beaucoup d'entre vous rêvent de devenir un seiyuu, et pour moi-même j'avoue que ce serait un véritable rêve que de pouvoir doubler un jour un personnage d'animé. Et même si à la différence des autres pays on peut véritablement faire notre métier au Japon, le chemin à parcourir pour y parvenir est aussi difficile que d'escalader le mont Everest à poil en mode course aux œufs. En effet, c'est pas Jean Archibald, l'hikikomori de 25 ans qui un jour, en décidant de sortir de sa grotte pour aller faire une audition, se retrouve seiyuu, propulsé sur le devant de la scène. Dans les faits, la plupart des seiyuu avaient déjà un CV bien rempli avant de faire leur début. Selon les cas, il s'agit d'anciens membres de radiodrama, et oui ça existe encore, d'anciens enfants acteurs célèbres ou de personnes qui sont d'abord passées par l'industrie du divertissement, comme d'anciens idols par exemple. Mais si notre Jean Archibald veut devenir seiyuu et qu'il n'a pas la chance de baigner dans ce milieu depuis toujours, il existe une solution pour lui. Et pour tous ceux baignant dans la culture otaku qui rêvent de devenir seiyuu. En effet, il existe au Japon des écoles post-bac spécialisées. Oh putain, trop bien! Bah non, calme-toi jeune banane poilue de l'espace. En plus du coût exorbitant de ces écoles qui tournent aux alentours de 10 000 fucking putain d'euros l'année, il y a malheureusement beaucoup trop d'étudiants par rapport aux débouchés possibles. Et c'est donc seulement une poignée d'étudiants qui parviennent à réaliser leur rêve de devenir seiyuu par cette voie. Et sinon, un seiyuu à part faire du doublage, que fait-il de ses journées? Évidemment, un seiyuu, ça ne fait pas que venir au studio pour doubler son personnage du jour et rentrer chez lui bien tranquillement 30 minutes plus tard. Ce métier de rêve cache en effet des aspects qui font un peu moins envie. Au nom de la compagnie qui les embauche, ils ont tout un tas de trucs moins marrants à accomplir. Il peut s'agir de conférences de presse et d'interviews, mais surtout, ils sont loin de n'utiliser leur voix que pour les persos d'animé. Ils doivent aussi participer à des radiodramas par exemple. Et oui, encore les fameux radiodramas. Et ce n'est pas tout, loin de là. Vous voyez la petite voix à Carrefour qui dit « Le petit Jason attend son papa à l'accueil ». Celle dans le bus qui vous dit « Prochain arrêt, gare tiers, Mazagran ». Ou encore celle qui fait ce soir à 20h50 à la Folie Pas Du Tout. Et ma préférée de toutes, la voix des personnages de spectacle de marionnettes. Eh bien oui, tout ça fait aussi partie du métier des seiyuu. Malgré tout, soyons honnêtes, leur activité principale reste le doublage. D'ailleurs, comment ça se passe concrètement le doublage dans la Japanimation? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le seiyuu double le personnage qu'il joue, la production de l'épisode n'est pas encore finie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que le seiyuu lit ses lignes en ne visionnant souvent que le storyboard de l'épisode. Ce n'est qu'après l'enregistrement des dialogues que l'animation est réalisée pour que la bouche des personnages et l'expression de leur visage soient en parfaite harmonie avec les paroles et le ton employé par le seiyuu. Évidemment, le doublage se passe différemment dans l'industrie cinématographique dans lequel un plus gros travail de préparation est requis pour doubler les acteurs étrangers. Dans les jeux vidéo, c'est encore différent, puisque chaque seiyuu différent prenant part pour un même jeu enregistre toutes les répliques du personnage qu'il joue indépendamment des autres seiyuu. Pour faire simple, lorsque les seiyuu enregistrent un épisode d'animé, ils dialoguent réellement les uns avec les autres, alors que lorsqu'ils enregistrent pour un jeu vidéo, le plus souvent ils sont seuls et enregistrent toutes leurs répliques d'un bloc. Une autre facette très intéressante de ce métier, c'est la chanson. En effet, je pense que je ne vous apprends pas grand chose en vous disant que beaucoup d'openings et d'endings qui nous restent dans la tête toute la journée après les avoir écoutés une fois sont chantés par ces mêmes seiyuu qui doublent vos personnages d'animé préférés. Et enfin, abordons le dernier thème de cette vidéo avec la question qui vous intéresse le plus. Mais combien gagne un seiyuu? Il est en fait difficile de déterminer précisément combien gagne un seiyuu mensuellement car leur salaire n'est pas fixe et leurs sources de revenus sont multiples. Mais ce que je peux vous donner, ce sont les chiffres par épisode doublé. D'ailleurs, peu importe qu'il s'agisse de doubler le personnage principal ou un personnage secondaire, le salaire du seiyuu n'en tient pas compte. Seule l'ancienneté compte.
Ce qui est, je trouve, légèrement débile. Celle-ci est déterminée grâce à un rang. En gros, plus ça fait de temps qu'un seiyuu est dans ce milieu, plus son rang est élevé, plus son salaire par épisode sera élevé. Ainsi, un débutant touchera environ 150 € et un seiyuu très expérimenté peut espérer toucher jusqu'à 400 € par épisode. Pas mal pour 30 minutes de doublage, n'est-ce pas? Quoi? Vous attendiez à plus? En effet, il ne s'agit pas non plus de sommes mirobolantes, d'autant plus que rares sont les seiyuu qui ont le luxe de doubler au moins 3 ou 4 personnages par saison. Et croyez-le ou non, mais pour beaucoup de seiyuu, il s'agit d'un job précaire qu'ils doivent cumuler avec un autre travail à temps partiel pour s'en sortir et espérer percer un jour. Dans les faits, on estime à environ 300 personnes le nombre de seiyuu qui peuvent vivre à part entière de leur passion. 300 au total pour tout le Japon, c'est pas beaucoup, et même parmi ces 300 privilégiés, la vie n'est pas de tout repos. L'argent n'est peut-être pas un problème pour eux, mais étant donné toutes les activités annexes que j'ai énoncées auparavant et auxquelles ils doivent participer, ils peuvent oublier les grasses mat du samedi matin, et ils peuvent également oublier les dimanches à flemmarder toute la journée en mangeant des chips devant des animés. Leur week-end, eux, ils le passent à participer à toutes sortes d'événements afin d'assumer leur statut et d'user de leur notoriété afin de promouvoir les animés auxquels ils participent. Maintenant que les seiyuu n'ont plus de secret pour vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, enfin peut-être. Sur ce, Jane!